La peste noire dévasta l'Europe médiévale au XIVe siècle. La pandémie atteignit son apogée entre 1347 et 1352, lorsqu'en Europe seulement elle coûta la vie à près de la moitié de la population du continent, si bien certains estiment que le nombre de morts dépassa largement les 25 millions de personnes. Mais si à ces chiffres l'on ajoute les décès en Asie et en Afrique du Nord, le nombre de morts pourrait avoir atteint des proportions démesurées dépassant aisément les 100 millions. Au Moyen Âge, le savoir médical était dominé par des théories anciennes, des superstitions et des croyances religieuses. C'est pourquoi les explications données à la peste noire étaient très éloignées de la réalité. La plus répandue fut la théorie des miasmes. Cette idée affirmait que la maladie était causée par des airs empoisonnés ou des vapeurs pestilentielles provenant des marécages ou des latrines. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes tentèrent de se protéger avec des fleurs, des parfums ou des herbes aromatiques. C'est aussi la raison pour laquelle furent créés les célèbres masques à bec d'oiseau, à l'intérieur desquels les médecins placèrent des épices, du vinaigre ou des pétales afin de filtrer l'air. Il y eut également des explications astrologiques à cette maladie. Certains médecins de l'époque assuraient que la peste avait été provoquée par un alignement inhabituel de planètes en 1345 qui aurait contaminé l'air de la Terre. Parallèlement à l'apparition de ces théories, la peur et l'ignorance provoquèrent la recherche de boucs émissaires. Dans de nombreuses régions, comme tant d'autres fois au Moyen Âge, on décida d'accuser les suspects habituels, les Juifs. Ceux-ci furent accusés d'empoisonner les puits et de conspirer pour propager la maladie. Et comme au Moyen Âge il ne fallait guère plus qu'une justification pour brûler hérétiques et juifs, les populations ne tardèrent pas à déclencher des pogroms violents. En janvier 1349, toute la communauté juive de la ville suisse de Bâle fut arrêtée pour le crime d'avoir empoisonné un puits afin de propager la peste noire. Les Juifs avaient déjà été attaqués dans d'autres villes voisines, lesquelles écrivirent à Bâle pour qu'on y fasse de même. Une foule de membres des corporations fit irruption à l'hôtel de ville de Bâle, et les conseillers de la ville, intimidés, acceptèrent de déclarer qu'aucun Juif ne serait autorisé à revenir dans la cité pendant 200 ans. Alors, sans procès ni enquête d'aucune sorte, les mêmes conseillers ordonnèrent l'extermination des Juifs de Bâle. Tous les Juifs de la ville furent capturés et enfermés dans une structure de bois construite sur une île proche du Rhin. Et le 16 janvier 1349, la structure fut incendiée et les Juifs enfermés à l'intérieur furent brûlés vifs ou asphyxiés. Les historiens modernes avancent que le nombre de Juifs assassinés devait être d'environ 70 et qu'à peine 130 enfants survécurent, lesquels furent contraints de se faire baptiser avant d'être envoyés travailler dans des monastères. Cependant, les historiens soulignent également que le pogrom fut influencé par des conflits sociaux et politiques qui affectèrent la ville. Mais Bâle ne fut qu'une des nombreuses régions médiévales où l'on accusa et condamna les Juifs pour ce type de crime. Par exemple, au début de l'année 1349, la peste noire n'avait pas encore atteint Strasbourg, mais ses habitants ressentaient une profonde crainte que la maladie, qui tuait des milliers de personnes partout ailleurs, ne les atteigne. À cette époque, l'évêque de la ville commença à prononcer de virulents discours contre les Juifs. Tout cela provoqua que, le 10 février 1349, une foule déchaînée renversa le gouvernement municipal et institua un gouvernement du peuple, formé par des membres des corporations locales et financé par des nobles qui espéraient s'emparer des biens des Juifs une fois ceux-ci expulsés. Le vendredi 13 février, les familles juives se préparaient à célébrer le Shabbat lorsqu'un groupe d'hommes enragés les fit tous sortir violemment de leur maison et les emprisonna sous l'accusation d'avoir empoisonné les puits d'eau pour provoquer la peste et exterminer les chrétiens. Dès l'aube, un vacarme indescriptible emplit les rues de Strasbourg. C'était le bruit de la marche, avançant au rythme de chants sauvages, accompagnés par les cris des femmes déchaînées. Lorsqu'ils brisèrent les barrières qui fermaient l'entrée du quartier juif, la foule se précipita dans le ghetto. Hommes et femmes, enfants et vieillards furent massacrés sans pitié. Témoignage de l'époque. Les Juifs déconcertés voyèrent depuis leur enfermement s'élever les bûchers où ils allaient être brûlés s'ils ne reniaient pas leur foi pour se convertir au christianisme. Les autorités municipales rassemblèrent la population sur la place.
Bien que certains magistrats tentassent de protéger les Juifs, la pression populaire et celle de certains leaders locaux s'avéra irrésistible. Ce jour-là, environ 2000 Juifs furent conduits sur une immense estrade de bois construite pour l'occasion. Là, ils furent brûlés vifs. Après ce massacre, l'argent et les biens des Juifs furent confisqués et répartis entre leurs voisins chrétiens et l'hôtel de ville. D'autre part, dans un contexte social où le christianisme avait une grande influence, il ne fallut pas longtemps pour interpréter la pandémie comme un châtiment divin pour les péchés de l'humanité. En conséquence, on organisa des processions, des jeûnes et des prières collectives pour demander pardon à Dieu. Surgirent même des groupes comme les flagellants, qui parcouraient les villes en s'auto-flagellant publiquement, convaincus que la douleur et la pénitence apaiseraient la colère divine. Paradoxalement, ces rassemblements de foule ne faisaient qu'augmenter les contagions. Mais la véritable cause de la peste noire n'était ni les Juifs, ni les alignements des astres, mais une bactérie microscopique appelée Yersinia pestis. Ce pathogène était inconnu au Moyen Âge et le resta jusqu'à la fin du XIXe siècle, lorsqu'il fut découvert par le scientifique suisse Alexandre Yersin en 1894. La bactérie se loge principalement dans de petits rongeurs sauvages comme les marmottes, les rats et les écureuils. La bactérie se transmettait par les puces qui se nourrissaient du sang des rongeurs. Lorsqu'une puce ingérait Yersinia pestis, la bactérie bloquait son estomac, provoquant que, chaque fois qu'elle tentait de se nourrir d'un autre hôte, elle vomit le sang infecté directement dans la plaie de la piqûre. De cette manière, l'infection se transmettait facilement. Quand les rats infectés mouraient, les puces cherchaient un nouvel hôte, et l'être humain était la victime parfaite. Plusieurs études génétiques modernes sur l'ADN, extraits de restes humains médiévaux, suggèrent que la souche qui causa la peste noire prit naissance dans des régions d'Asie centrale, particulièrement dans la zone des steppes autour du lac Issyk-Kul, l'actuel Kirghizistan, et dans la région des montagnes Tian Shan. On a également trouvé dans des cimetières de cette région des inscriptions montrant une augmentation inhabituelle des décès vers l'an 1338. Pour leur part, des historiens de l'époque médiévale, comme l'arabe Muhammad al-Makrizi, signalèrent l'apparition de la maladie dans les khanats mongols au cours de l'année 1342. Étant donné que les Mongols de la steppe chassaient habituellement les marmottes et autres rongeurs, en mangèrent la viande et utilisaient leur peau comme vêtements, la propagation fut rapide. Cependant, c'est le notaire piacentin Gabriel de Mussy qui donna un lieu précis pour constater la propagation de la peste. Dans son récit « Histoire de la maladie », où la grande mortalité qui eut lieu en l'an 1348 de Notre Seigneur, de Mussy, nomme la ville de Kaffa, l'actuelle Théodosie en Crimée, comme le premier foyer de peste noire de l'histoire. La ville de Kaffa était une colonie commerciale génoise, et en 1346, les Mongols tatars l'assiégèrent. Pendant le siège, une épidémie de peste éclata dans le camp mongol, affaiblissant leurs rangs. Mais, au lieu de se retirer, les armées de la horde d'or mongole décidèrent de lancer les cadavres infectés dans la ville à l'aide de catapultes. Un acte que de Mussy décrit de la manière suivante. Les Tatars mourants, étourdis et stupéfaits par l'immensité du désastre provoqué par la maladie, et se rendant compte qu'ils n'avaient aucun espoir d'échapper, perdirent tout intérêt pour le siège. Mais ils ordonnèrent que les cadavres fussent placés dans des catapultes et projetés dans la ville dans l'espoir que l'odeur intolérable tuerait tous ceux qui s'y trouvaient. Ce qui semblait des montagnes de morts fut jeté dans la ville, et les chrétiens ne purent ni se cacher, ni fuir, ni échapper à ces corps, bien qu'ils en jetassent autant qu'ils le purent à la mer. Et bientôt, les cadavres en décomposition contaminèrent l'air et empoisonnèrent l'approvisionnement en eau. Et l'odeur était si accablante que guère un sur plusieurs milliers n'était en état de fuir les restes de l'armée tatare. De plus, un homme infecté pouvait porter le poison aux autres et infecter des personnes et des lieux par la maladie rien que par son apparence. Personne ne connaissait ni ne pouvait découvrir une manière de se protéger. En outre, un autre facteur qui favorisa la rapide transmission de la maladie fut la route de la soie, par laquelle voyageaient des caravanes chargées d'épices, de soie, de porcelaine et de métaux précieux. À cette étape du Moyen Âge, les marchands allaient et venaient,
et Gênes était connue pour être une puissance commerciale. Les commerçants génois, fuyant l'épidémie, embarquèrent vers Constantinople, Gênes, Venise et d'autres cités méditerranéennes. Cela permit à la maladie de s'étendre rapidement à travers la Méditerranée. On sait qu'un des navires partis de cette colonie génoise de la péninsule de Crimée, en octobre 1347, propagea la maladie dans des villes comme Constantinople et Alexandrie, jusqu'à atteindre Messine à la fin de ladite année. Depuis cette ville, située dans la région de Sicile, il était très facile d'accéder aux cités de la péninsule italienne. De plus, à l'un des navires partis de Caffa lors de l'attaque mongole, l'entrée à Gênes fut refusée à coups de flèches enflammées, si bien qu'il dut accoster à Marseille puis à Valence. Pour leur part, les routes terrestres permirent la propagation depuis le nord de l'Italie vers la France, la Suisse et l'Allemagne. Tandis que les grands fleuves comme le Rhin et le Danube agirent comme des autoroutes naturelles pour la contagion. En quelques mois, la peste se trouva dans toute la France et la péninsule ibérique. En 1348, elle avait atteint la Grande-Bretagne par les ports de la Manche. Et en 1350, elle était présente en Scandinavie et en Europe de l'Est. Le commerce fut l'une des plus grandes vertus du XIVe siècle. L'Europe était plus connectée que jamais avec le reste du monde. Les marchands européens possédaient des colonies commerciales en Crimée, des ports en Méditerranée et des liens directs avec le Moyen-Orient. C'était une époque de mondialisation, mais aussi une époque où il n'existait aucune frontière sanitaire. La peste voyagea précisément par ces routes. Les navires qui quittèrent la mer Noire à destination de Constantinople, Gênes ou Venise ne transportaient pas seulement des marchandises et des marins, mais aussi des passagers clandestins indésirables, des rats infectés avec des puces porteuses de la maladie. Lorsqu'ils arrivaient au port, les affaires prospéraient et la peste noire prospérait aussi. Il suffit d'imaginer la scène. Un navire accostant à un quai rempli de débardeurs, de marchands, de marins curieux. Personne ne voyait les rats qui descendaient en courant par les amarres, ni les puces qui sautaient de sac en sac. À terre, les marchés médiévaux étaient le lieu de rencontre par excellence. Paysans, artisans, commerçants étrangers et mendiants s'y mêlaient. Et dans ces espaces bondés, le contact humain était inévitable. Il suffisait d'un infecté pour que la maladie passe de personne à personne, multipliant le nombre de contaminés. De plus, les grandes foires commerciales internationales, comme celle de Champagne en France, étaient de véritables aimants à population. Des gens de toute l'Europe affluaient vers ces lieux pour vendre et acheter des marchandises. Mais, en même temps, ces rencontres étaient aussi une véritable fête pour la transmission des microbes. Ainsi, une personne malade en Italie pouvait transporter le germe en France. Et de là, un voyageur pouvait l'amener en Angleterre ou en Allemagne. Le commerce, qui avait tant enrichi l'Europe, devint le réseau routier par lequel voyagea la mort. Mais ces routes n'étaient pas seulement parcourues par des marchands, elles l'étaient aussi par des pèlerins. Le Moyen-Âge était un temps de foi intense en Dieu, et des milliers de personnes voyageaient à Rome, Saint-Jacques de Compostelle ou Jérusalem. En chemin, elles emportaient avec elles dévotion, foi et puces infectées qui propageaient la maladie dans chaque ville. Lorsqu'un pèlerin arrivait dans une ville européenne du siècle, il n'arrivait pas dans un Paris rempli de lumière, ni dans la Florence renaissante que nous idéalisons aujourd'hui. Une ville médiévale était généralement une cité bondée de personnes enfermées derrière des murailles qui semblaient les protéger, mais qui en réalité les maintenaient piégées dans un espace réduit. L'air sentait la fumée, les animaux, la sueur et les ordures. Beaucoup d'ordures. Les rues de ces villes étaient étroites et souvent non pavées. La pluie formait des flaques où s'accumulaient les eaux usées. Les maisons de bois et de pierre s'entassaient les unes sur les autres, laissant à peine passer l'air. En de nombreux endroits, les déchets humains étaient jetés directement par les fenêtres ou s'accumulaient dans des fosses qui débordaient facilement. Imagine un instant devoir vivre là. Chaque coin était un foyer infectieux. L'égout et l'approvisionnement en eau étaient déplorables ou inexistants. La densité de population fut un autre facteur décisif. Par exemple, Londres, vers 1340, comptait environ 82 000 habitants, entassés dans un espace réduit et sans système moderne de ventilation ou d'assainissement. Les épidémies, même avant la peste noire, étaient déjà courantes dans ces régions,
Des flambées de dysenterie, de fièvre typhoïde ou de lèpre circulaient sans frein. La peste trouva ainsi un terrain fertile. Une personne infectée pouvait contaminer sa famille, ses voisins, puis tout un quartier en quelques jours. À tout cela, il faut ajouter la cohabitation avec les animaux. Dans les villes médiévales, il n'existait pas de séparation claire entre espaces humains et animaux. Chevaux, ânes, porcs et poules circulaient librement, partageant le même sol que les enfants qui jouaient dans la rue. Et bien sûr, il y avait aussi les rats, spécialement le rat noir, qui trouvait dans les greniers un festin sans fin et dans les maisons humaines un refuge chaud. Si les villes médiévales étaient le décor parfait, les acteurs principaux de cette tragédie furent, sans aucun doute, les rats et les puces. Aujourd'hui, nous les voyons comme des créatures répugnantes. Mais au XIVe siècle, elles étaient des compagnes inséparables des humains. Elles étaient partout, dans les navires, dans les greniers, dans les cuisines, dans les auberges. La plus célèbre fut le rat noir, petit, agile, amateur de toits et d'endroits chauds. Personne au Moyen-Âge n'imaginait que ce petit animal allait devenir le véhicule silencieux de la plus grande catastrophe sanitaire de cette période historique. Les puces, quant à elles, étaient les véritables transmettrices de la peste. Une puce infectée en se nourrissant du sang d'un rat porteur devenait un danger mortel. Quand les rats mouraient de la maladie, les puces, affamées, cherchèrent de nouveaux hôtes. Et les humains étaient toujours à proximité. Une seule piqûre suffisait pour que la peste bubonique commence son œuvre létale. Forte fièvre, bubons douloureux aux aisselles et à l'aine, délire, hémorragie, et en quelques jours, la mort. Mais les choses n'en restèrent pas là. Dans de nombreux cas, la bactérie passait dans le sang provoquant une peste septicémique ou atteignait les poumons, se transformant en peste pneumonique, beaucoup plus contagieuse et capable de se transmettre de personne à personne par l'air. Si l'on y réfléchit bien, l'épidémie de la peste noire fut un travail d'équipe. La bactérie Yersinia pestis, les puces comme transmettrices, les rats comme véhicules, et les humains affaiblis comme victimes parfaites. Car la faiblesse même du corps humain fut un autre facteur biologique crucial. L'Europe traînait depuis le début du XIVe siècle une série de mauvaises récoltes et de famines. Entre 1315 et 1317, la soi-disant Grande Famine avait tué des millions de personnes et laissé les survivants dénutris et vulnérables. Dans cet état, n'importe quelle infection pouvait être mortelle, et la peste noire, avec son agressivité, rencontra peu de résistance. Car, lorsque nous pensons à la peste noire, nous imaginons généralement rats, puces et navires marchands. Mais il y a un facteur moins évident, qui fut tout aussi important, le climat. Le XIVe siècle ne fut pas une période quelconque dans l'histoire environnementale de l'Europe. À cette époque, l'Europe entrait dans ce que les historiens appellent le petit âge glaciaire, une phase de refroidissement commencée vers 1300 et qui dura plusieurs siècles. Et sûrement te demandes-tu, quel rapport entre le climat et la peste noire? Eh bien, beaucoup. Le refroidissement provoqua des saisons de pluies intenses, des étés plus courts et des récoltes plus pauvres. Entre 1315 et 1317, l'Europe subit la grande famine mentionnée, quand des pluies incessantes ruinèrent les cultures et tuèrent le bétail. Des millions de personnes moururent de faim, et ceux qui survécurent restèrent affaiblis, avec des systèmes immunitaires fragiles. 30 ans plus tard, quand la peste apparut, elle trouva une population épuisée et sans défense pour l'affronter. Mais les humains ne furent pas les seuls touchés. Ce changement climatique modifia également les habitats des animaux et des parasites. En Asie centrale, les steppes virent leur équilibre naturel bouleversé. Marmottes, gerbilles et autres rongeurs sauvages, réservoirs naturels de la bactérie, commencèrent à se déplacer en quête de nouveaux espaces. Avec eux se déplacèrent les puces porteuses de la bactérie. Cette migration animale facilita le passage de la peste des écosystèmes sauvages aux zones habitées et commerçantes des humains. De plus, le climat influença les habitudes de stockage des grains. En temps de disette, conserver correctement les aliments devint fondamental. En même temps, les greniers devinrent de véritables aimants pour les rats noirs, qui y trouvèrent un endroit chaud et plein de nourriture. Et là où il y avait des rats,
il y avait des puces. Ainsi, chaque dépôt de blé ou d'orge était, sans que personne ne le sache, une couveuse de peste. Mais les hivers froids et les étés humides créèrent aussi les conditions idéales pour la survie des puces. Dans des climats trop secs ou trop chauds, ces parasites ont des difficultés à prospérer. Mais dans l'ambiance tempérée et humide de l'Europe du XIVe siècle, leur cycle de vie resta stable. Le résultat fut une population abondante de puces, prête à sauter de rat en rat et de rat à humain. En peu de mots, le petit âge glaciaire, les famines et la migration des rongeurs mirent l'Europe en échec avant même que la peste n'arrive. La maladie n'atterrit pas dans un continent sain et fort, mais dans un continent affamé, vulnérable et puni par la nature. Et si déjà la peste avait tout en sa faveur pour se propager, il y eut un facteur supplémentaire qui acheva d'allumer la mèche: la guerre. Le XIVe siècle fut une époque agitée. L'Europe était pleine de conflits grands et petits, et ces affrontements militaires se transformèrent en autoroute pour la maladie. Par exemple, en 1347, le royaume hongrois et celui de Naples étaient engagés dans une dispute parce que le roi Louis Ier de Hongrie réclamait le trône après l'assassinat de son frère André, marié à la reine Jeanne Ier de Naples. La campagne militaire hongroise coïncida avec l'éclatement de la peste noire dans la péninsule italienne, et le nombre élevé de morts dus à la maladie provoqua la suspension de la campagne militaire et le retour des Hongrois chez eux, emportant la maladie avec eux et provoquant plusieurs morts, comme celle de la reine hongroise Marguerite de Luxembourg. La guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre joua également un rôle clé. Imagine des armées entières se déplaçant d'un endroit à l'autre, pillant des villages, installant des camps dans des conditions insalubres, partageant eau et nourriture contaminée. Chaque soldat pouvait devenir porteur, et chaque campement un nid de contagion. Quand les armées entraient en contact avec les populations civiles, la peste passait rapidement du front aux villes. Les sièges étaient particulièrement dangereux. Une ville assiégée se retrouvait enfermée, sans aliments frais, sans eau propre et avec des milliers de personnes entassées derrière les murailles. Si la peste entrait, le désastre était immédiat. L'ennemi n'avait pas besoin de lancer des flèches ni des catapultes. Il lui suffisait d'attendre que la maladie fasse le travail. En même temps, les réfugiés de guerre contribuèrent également à l'expansion de la peste. Quand une armée avançait, des milliers de paysans fuyaient à la recherche de lieux plus sûrs. Ces déplacements massifs transportaient avec eux des personnes infectées qui, sans le savoir, portaient la peste de village en village, comme une mèche enflammée allumant de nouveaux foyers d'incendie. Et n'oublions pas les mercenaires, qui abondaient à cette époque. Quand il n'y avait pas de bataille, ils se déplaçaient à travers le continent, offrant leurs services aux plus offrants. Ces groupes armés transportaient non seulement des armes, mais aussi des puces et des rats cachés dans leurs bagages. Ils campaient souvent aux abords des villes ou pillaient des villages, semant la peste partout où ils passaient. En résumé, la guerre amplifia tout ce qui était mauvais. Elle provoqua surpopulation, faim, déplacement et chaos social. Les murailles, qui en théorie devaient protéger les villes, enfermaient en réalité leurs habitants avec la peste. Les armées, qui devaient donner gloire et pouvoir au royaume, devinrent des véhicules de mort. Et les réfugiés, qui cherchaient seulement à survivre, finissaient par transporter sans le vouloir l'ennemi invisible d'un coin à l'autre de l'Europe. Ainsi, la peste noire trouva dans la guerre sa meilleure alliée. Là où il y avait conflit, il y avait mouvement. Et là où il y avait mouvement, la peste avançait. L'Italie fut la grande porte d'entrée de la peste noire en Europe. En 1347, les marins arrivèrent malades. Et presque immédiatement, la peste commença à s'étendre. De Sicile, elle passa à Gênes, Pise, Venise et finalement à Florence, l'une des villes les plus prospères de l'époque, qui perdit environ 60 000 de ses 100 000 habitants. Cette tragédie inspira le célèbre écrivain Giovanni Boccaccio à écrire Le Décaméron. Les villes portuaires italiennes furent les plus durement frappées. Les murailles qui avaient servi à les protéger des invasions ne furent d'aucune utilité contre les rats et les puces infectées qui voyageaient sur les navires chargés de grains. L'Italie, qui à ce moment-là était le cœur économique et culturel de l'Europe, se transforma en un épicentre de mort et de désolation. Le choc démographique fut si grand
que l'on estime qu'entre 50 et 60% de la population italienne mourut en quelques années. Pour sa part, en France, la peste arriva depuis Marseille en 1348 et s'étendit rapidement vers la vallée du Rhône, Avignon, puis Paris. La France, qui souffrait déjà de la guerre de 100 ans, devint l'un des pays les plus éprouvés. Rien qu'à Paris, environ 100 000 personnes moururent, soit près de la moitié de la population. De plus, la cour papale, qui se trouvait alors à Avignon, fut profondément touchée. En raison de l'effondrement des cimetières, le pape Clément VI alla jusqu'à consacrer le Rhône entier pour que l'on puisse y jeter des corps sans avoir besoin d'enterrements religieux individuels. Pendant ce temps, dans les campagnes françaises, les villages furent également décimés. On estime qu'environ la moitié de la population française mourut de la peste noire, laissant un paysage de champs abandonnés, de villes vides et un traumatisme qui mit des générations à cicatriser. Et tout comme la France et l'Italie, la péninsule ibérique fut rapidement atteinte par la peste. En 1348, les premiers foyers furent détectés à Barcelone et Valence, ports très actifs dans le commerce méditerranéen. De là, elle s'étendit vers l'Aragon, la Castille et le Portugal, atteignant même les villages les plus isolés. L'impact fut dévastateur, car en seulement 2 ans, la population péninsulaire se réduisit de presque moitié, affectant aussi bien les nobles que les paysans. Même le roi Alphonse XI de Castille mourut victime de la peste en 1350 durant le siège de Gibraltar. Les villes castillanes furent dépeuplées et beaucoup de villages ruraux ne se rétablirent jamais et restèrent abandonnés pour toujours. Au même moment, la peste atteignait l'Angleterre, probablement par le port de Dorset, et en 1349, elle avait déjà atteint la ville de Londres. La capitale subit une catastrophe, car sur ses environ 70 000 habitants, près de 40 000 moururent, tandis que d'autres villes comme Norwich et Bristol furent pratiquement dépeuplées. La rapidité de la contagion fut impressionnante, et en quelques mois, la peste traversa tout le pays et atteignit l'Écosse. L'impact fut si grand que l'Angleterre changea pour toujours. Sur le plan religieux, le clergé anglais fut durement touché. Beaucoup de prêtres moururent en assistant les malades, ce qui affaiblit l'autorité morale de l'Église. De plus, la peste laissa aussi des traces dans la culture. L'obsession pour la mort et le macabre se refléta dans l'art et la littérature anglaise des siècles suivants. Pour sa part, ce que nous appelons aujourd'hui l'Allemagne était connu au Moyen Âge comme le Saint-Empire romain germanique, qui englobait également des territoires d'Europe centrale. Là, la maladie s'étendit rapidement dans les villes du Rhin et du Danube, atteignant des centres importants comme Cologne, Mayence et Nuremberg. La mortalité dans de nombreuses cités atteignit 60%, laissant des rues désertes et des quartiers entiers abandonnés. Cependant, ce qui distingue le cas allemand n'est pas seulement l'ampleur de l'épidémie, mais aussi la violence sociale qu'elle déclencha. Les communautés juives, nombreuses et établies depuis des siècles, furent accusées d'empoisonner les puits et de propager la peste. Des pogroms brutaux éclatèrent dans de nombreuses villes, provoquant également une rupture culturelle et sociale, car des traditions juives centenaires furent détruites dans la région. Plus au nord du continent, la peste noire toucha également la Scandinavie. L'isolement géographique ne fut pas suffisant, car le commerce maritime joua le rôle de vecteur et la peste fut apportée par des navires partis d'Angleterre vers la Norvège. L'impact en Scandinavie fut dévastateur, spécialement en Norvège, où l'on estime que jusqu'à 60% de la population mourut, l'un des taux les plus élevés du continent. Bergen, un important port commercial, fut l'un des premiers foyers, et de là la maladie se propagea vers les zones rurales. La catastrophe fut si grande qu'une grande partie de la campagne norvégienne fut dépeuplée, et beaucoup de fermes restèrent abandonnées pendant des générations. En Suède et au Danemark, la mortalité fut également très élevée, bien qu'un peu moindre qu'en Norvège. Le dépeuplement eut des effets durables. La Norvège entra dans une profonde crise politique et économique qui l'affaiblit tant qu'en 1380, elle finit par s'unir au Danemark. Un cas particulier en Europe dans l'histoire de la peste noire est celui de la Pologne. Bien que l'épidémie soit arrivée en Europe centrale vers 1349 à 1351, la Pologne semble avoir beaucoup moins souffert que ses voisins. Les historiens ont élaboré plusieurs théories pour expliquer cette relative résistance. L'une d'elles est la faible densité urbaine.
Contrairement à l'Italie ou à la France, la Pologne avait moins de grandes villes et une population rurale plus dispersée, ce qui rendait plus difficile la propagation de la peste. Une autre hypothèse souligne les mesures prises par le roi Casimir III le Grand, qui aurait imposé des contrôles plus stricts aux frontières et ordonné des quarantaines dans les villages touchés, réduisant ainsi la circulation des personnes et des marchandises infectées. Les historiens avancent aussi que les principales routes commerciales étaient plus orientées vers le sud et l'ouest de l'Europe, de sorte qu'elles ne traversèrent pas entièrement le territoire polonais, ce qui limita l'entrée de la maladie. Malgré cela, il y eut des foyers dans des villes comme Cracovie, mais la mortalité fut considérablement moindre qu'en Allemagne ou en Scandinavie. Cette apparente immunité relative permit à la Pologne de sortir de la crise démographique avec plus de stabilité que d'autres royaumes européens, ce qui contribua en partie à son renforcement dans les siècles suivants. Comme dans toute autre épidémie médiévale, les pauvres et les paysans furent les plus durement touchés par la peste noire. Ils vivaient entassés dans de petites maisons en bois ou en torchis, partageant l'espace avec les animaux domestiques et entourés d'ordures. Des conditions qui constituaient l'habitat idéal pour les rats noirs et leurs puces. De plus, les pauvres et les paysans souffraient de malnutrition à cause des mauvaises récoltes et des famines du début du XIVe siècle, ce qui affaiblissait leurs défenses naturelles. Alors que les nobles et les riches pouvaient fuir vers des villas rurales plus isolées, les paysans n'avaient aucune échappatoire. Dans de nombreux villages, la mortalité fut si élevée qu'ils furent complètement dépeuplés, avec des champs abandonnés et des terres non cultivées, transformant à jamais la structure rurale de l'Europe. Pour leur part, les villes médiévales, surtout les villes portuaires, étaient surpeuplées, avec des rues étroites, des dépotoirs à ciel ouvert et des égouts improvisés, ce qui facilita la propagation. La maladie se répandait rapidement dans les marchés et les places où la population se pressait pour acheter et vendre. Là, les plus frappés furent les artisans, les petits commerçants, apprentis et domestiques, qui vivaient dans des quartiers surpeuplés sans possibilité de fuir. Mais aussi bien dans les villages qu'à la campagne, les enfants et les jeunes furent l'un des groupes les plus vulnérables. Leur corps, plus fragile et avec des systèmes immunitaires moins développés, succombèrent rapidement à la peste. Lors des premiers foyers de 1347 à 1353, on observa déjà une grande mortalité infantile. Mais le coup le plus dur arriva en 1361, quand apparut une recrudescence de la maladie connue sous le nom de peste des enfants. Cette vague épidémique sembla frapper avec plus de virulence les mineurs et adolescents, laissant de nombreuses familles complètement décimées. La perte d'un si grand nombre de jeunes eut des effets sociaux dévastateurs. Tout d'abord, il y avait moins d'héritiers pour poursuivre les lignées nobles. Les apprentis se faisaient rares dans les ateliers urbains et la main-d'œuvre manquait pour travailler la terre. La société médiévale fut traumatisée et les artistes commencèrent à refléter leur angoisse par des chansons, récits et peintures qui faisaient allusion à la fragilité de la jeunesse face à la mort. L'Europe était un continent affaibli avec le sentiment qu'une force maligne lui avait volé l'avenir. Pour leur part, le clergé et les médecins furent également victimes directes de la peste, bien qu'ils appartinssent à des classes sociales plus respectées. Les prêtres, moines et frères accouraient pour donner les derniers sacrements aux mourants, s'exposant constamment à la contagion. Cela provoqua que beaucoup de monastères se retrouvassent presque vides après l'épidémie. En même temps, les médecins essayaient de soigner les malades, mais sans comprendre la véritable origine de la peste, ils s'approchaient trop des infectés, ce qui augmentait la mortalité parmi eux. En revanche, les métiers et classes sociales moins affectées furent ceux qui pouvaient rester à distance du contact humain massif. Beaucoup de nobles et seigneurs féodaux fuyaient des villes vers des châteaux ou villas éloignés quand apparaissaient des foyers de maladie. Ayant plus d'espace, de serviteurs et de meilleures conditions d'hygiène, le risque de contagion était moindre. Pourtant, ils n'étaient pas totalement à l'abri. Et de la même façon, les grands marchands et banquiers pouvaient se permettre de fermer leurs affaires, de se retirer dans des résidences privées ou même de s'échapper en bateau. Ils disposaient de ressources économiques pour acheter des aliments stockés et éviter le contact dans les marchés bondés. L'isolement était la clé. Moins il y avait de contact avec des gens ou avec des villes infestées de rats, mieux c'était.
C'est pourquoi, bien que certains moururent, les scribes, maîtres et érudits qui se réfugiaient dans des monastères isolés ou des bibliothèques avaient davantage de chances de survivre. D'autre part, des métiers comme orfèvres, maîtres de guildes ou artisans de luxe furent un peu moins frappés par la peste noire parce qu'ils travaillaient dans de petits ateliers fermés, avec peu d'exposition au public massif. Ils n'étaient pas aussi exposés que les vendeurs sur les marchés ou les débardeurs dans les ports. Et à la différence des paysans des villages les plus peuplés, les bergers nomades ou les travailleurs des zones montagneuses vivaient plus dispersés, de sorte que leur faible contact avec des foules les protégeait relativement. Malgré tout, la vérité est que tous les métiers et toutes les classes sociales furent exposés. Au Moyen Âge, la peste noire pouvait se manifester sous 3 formes distinctes, et chacune avait ses propres symptômes spécifiques. Par exemple, la forme la plus commune de la maladie fut la peste bubonique. Cette variante donna son nom à la maladie, et sa principale voie de transmission était la piqûre des puces infectées. Après la contagion, une période d'incubation survenait, qui durait généralement de 2 à 6 jours. Et ce n'était qu'alors que le malade commençait à ressentir les premiers symptômes, qui étaient habituellement une forte fièvre soudaine, d'intenses frissons, des maux de tête et une grande fatigue, le rendant incapable de sortir du lit. Cependant, cette variante de la peste avait un signe caractéristique. Les bubons, qui n'étaient rien d'autre que de grandes inflammations des ganglions lymphatiques apparaissant souvent dans les régions des aisselles, du cou et de l'aine, et qui pouvaient devenir aussi gros qu'une pomme. Ces bubons causaient une douleur intense, et bien souvent, ils noircissaient ou commençaient à suppurer du pus et du sang. Les patients pouvaient également souffrir de nausées, vomissements, vertiges, confusion mentale et délire. En outre, beaucoup de malades subissaient des hémorragies sous la peau, ce qui générait des taches sombres qui inspirèrent le nom de peste noire. Dans les communautés médiévales, lorsque l'on voyait apparaître les bubons, on savait que la personne était condamnée. Car la peste bubonique avait un taux de mortalité très élevé, qui oscillait entre 50 et 70% des cas. Mais malgré cela, elle restait la moins mortelle comparée aux 2 autres variantes. La deuxième variante de cette maladie était la peste pneumonique, qui était la forme la plus contagieuse et, pour beaucoup, la plus redoutée. Dans ces cas, la bactérie atteignait les poumons, soit par évolution de la peste bubonique, soit par contagion directe d'une personne malade, qui la propageait dans l'air par la toux et les éternuements. Les patients, une fois contaminés, développaient des symptômes en quelques heures seulement. Ils ressentaient une forte fièvre, des douleurs thoraciques, d'intenses frissons et une toux sèche qui se transformait rapidement en expectoration sanglante. Ce dernier symptôme était l'un des signes les plus terrifiants et évidents de la variante pneumonique. De plus, les malades éprouvaient une extrême difficulté à respirer, comme si leurs poumons se fermaient peu à peu. Et en même temps, confusion mentale, faiblesse absolue et mort en 2 ou 3 jours. Mais ce qui rendait vraiment cette variante si dangereuse était sa capacité à se propager rapidement. La peste pneumonique transformait l'air en piège mortel, de sorte qu'un seul malade suffisait à déclencher une flambée et à semer le chaos dans les villes médiévales. Cependant, la peste pneumonique ne fut pas non plus la variante la plus meurtrière. Ce triste honneur revient à la peste septicémique. Cette variante survenait lorsque la bactérie pénétrait dans la circulation sanguine, après s'être disséminée dans tout le corps. Les symptômes apparaissaient de manière soudaine et brutale. Comme pour les autres formes de la maladie, les personnes ressentaient une très forte fièvre, des frissons, des vertiges et une faiblesse. Cependant, le plus terrifiant étaient les effets visibles sur la peau, car des taches violettes et noires apparaissaient sur les patients, produites par les hémorragies internes. Peu à peu, les doigts, le nez et les oreilles commençaient à se nécroser, devenant noirs avant de mourir. Les malades atteints de ce type de peste pouvaient présenter de fortes douleurs abdominales, des diarrhées et des vomissements sanglants. Et la réalité est que le système circulatoire s'effondrait si rapidement que beaucoup de personnes mouraient en moins de 24 heures après l'apparition des symptômes. En fait, la majorité des malades mouraient avant même de développer les bubons caractéristiques de la maladie. Et cela ne faisait qu'augmenter la terreur parmi les hommes et les femmes médiévaux,
car il semblait que la mort frappait sans le moindre avertissement. Pour beaucoup d'hommes et de femmes médiévaux, la peste n'était pas une maladie naturelle, mais une sorte de châtiment divin. C'est pourquoi l'un des traitements les plus répandus fut la pénitence religieuse. On organisait des processions massives de prières, où les croyants suppliaient Dieu de pardonner les péchés collectifs. Beaucoup d'autres faisaient des pèlerinages jusqu'au sanctuaire, convaincus que des reliques sacrées ou des saints pouvaient les protéger. Mais en pratique, ces rassemblements de personnes et ces voyages ne firent que propager la peste plus rapidement. Beaucoup de gens eurent aussi recours à des amulettes, des conjurations et des superstitions. Certains portaient des pierres précieuses, croyant qu'elles absorbaient la maladie. D'autres buvaient d'étranges potions, voire de l'urine, convaincus que ces breuvages purifiaient le corps. Ces mêmes superstitions faisaient que les gens ne voulaient pas se baigner à l'eau chaude, par peur que, les pores s'ouvrant, ils ne soient possédés par des démons. Curieusement, certains médecins arabes de l'époque recommandèrent l'hygiène et les bains fréquents, ce qui, bien que ne guérissant pas, réduisait au moins l'exposition aux puces et à la saleté. Or, imaginez le panorama que provoqua la peste noire dans l'Europe médiévale. Des millions de morts, une panique générale dans la population et une pression sociale sur les autorités politiques et religieuses. Face à tout cela, il fallait soigner les malades et les guérir. Mais les médecins ne savaient même pas ce qui provoquait la maladie, ni comment elle se transmettait. Malgré cela, ils tentèrent de soigner les malades. Le traitement le plus courant de la peste noire se basait sur l'ancienne théorie des 4 humeurs, le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Pour les médecins médiévaux, la peste survenait lorsqu'il existait un déséquilibre dans ces liquides corporels. La solution était donc d'en retirer l'excès. C'est ainsi que naquirent les saignées et les purges. Les médecins ou barbiers chirurgiens ouvraient une veine avec des lames ou utilisaient des sangsues pour extraire du sang. Dans d'autres cas, on administrait des laxatifs ou des substances qui provoquaient des vomissements. Et que se passait-il? Eh bien, les patients n'allaient pas mieux, mais s'affaiblissaient encore davantage. Les malades étaient déjà épuisés par la fièvre, et ces procédés ne servaient qu'à accélérer la mort. Cependant, bien peu osaient contredire les manuels médicaux qui recommandaient officiellement l'usage des saignées et même de percer les bubons pour qu'ils suppurent dans le venin interne, une pratique qui ne faisait que favoriser les infections secondaires. Au XIVe siècle, ces pratiques étaient considérées comme le nec plus ultra de la science médicale. Mais au lieu de soulager la souffrance, elles ne faisaient que l'aggraver. À cette époque, il existait également la croyance que la peste se transmettait par des airs malfaisants et vénéneux flottant dans l'environnement. Cela entraîna une pratique très répandue au Moyen Âge. Combattre la maladie avec des herbes aromatiques, des fleurs et des épices. Par exemple, dans les maisons, on suspendait des bouquets de romarin, de lavande ou de genévrier, tandis que dans les rues, on brûlait de l'encens, de la myrrhe ou des résines aromatiques pour soi-disant purifier l'air. En même temps, les médecins adoptèrent le célèbre masque à bec d'oiseau, un costume qui finit par devenir un symbole de la peste. Le bec du masque était généralement rempli d'herbes aromatiques, de vinaigre et d'épices, censés filtrer les miasmes et protéger celui qui le portait. Bien que cela ne servît à rien contre la bactérie, il est vrai que cela réduisait l'inhalation des mauvaises odeurs, procurant donc une fausse impression de sécurité. Les riches, pour leur part, utilisaient des parfums et des huiles aromatiques qu'ils appliquaient sur la peau ou portaient dans de petits sachets et flacons suspendus à leur cou. Bien que ce remède fût totalement inefficace, il n'était au moins pas aussi nuisible que les saignées. Les médecins médiévaux recommandaient également les bains médicinaux et les cataplasmes pour traiter la peste. On pensait que la chaleur ou le froid pouvaient expulser ou freiner le venin. Certains prescrivaient des bains d'eau chaude mélangés à des herbes comme la sauge, la menthe ou la rue, croyant que la transpiration aidait à expulser la maladie. En revanche, d'autres médecins suggéraient des bains froids pour faire baisser la fièvre et calmer ainsi le corps. Les bubons étaient traités de façon encore plus douloureuse. Certains appliquaient des cataplasmes d'oignons, de beurre, de vinaigre ou d'herbes chaudes sur les inflammations pour qu'elles mûrissent plus vite et suppurent le pus.
Mais pour cela, on n'utilisait pas toujours des cataplasmes. Bien souvent, on recourait à des substances plus agressives comme le mercure ou l'arsenic, qui ne faisaient qu'aggraver l'état du patient. Et si ces méthodes ne fonctionnaient pas, comme c'était probable, les bubons étaient cautérisés au fer rouge, une pratique qui causait une douleur extrême aux malades. Mais tous les remèdes médiévaux ne furent pas un échec. Quelques-uns, comme la quarantaine, aidèrent réellement à contenir la peste. Le terme quarantaine, qui devint si populaire dans de nombreux pays durant l'épidémie de coronavirus, est d'origine italienne et signifie 40 jours. Il commença à être utilisé à Venise en 1348, quand les autorités décidèrent que les navires provenant de zones touchées par la maladie devaient attendre au port sans débarquer pendant cette période. L'idée était simple. S'il y avait de la peste à bord, les malades mourraient avant d'entrer dans la ville. À la surprise de beaucoup, cette mesure fut très efficace dans certains endroits. Bien qu'elle ne fonctionnât pas toujours, car les rats et les puces pouvaient descendre des navires par les amarres, ce fut la première tentative systématique de contrôle sanitaire de l'histoire. Et son succès fit que l'on commença ensuite à appliquer la quarantaine dans les maisons. Quand quelqu'un tombait malade, sa demeure était fermée et il était interdit à ses habitants d'en sortir. Mais même cette pratique avait un côté sombre. Beaucoup de familles mouraient enfermées, sans recevoir d'aide. Et dans certaines villes, les gardes surveillaient les maisons infectées et tuaient ceux qui tentaient de s'échapper. Malgré tout, la quarantaine fut le seul traitement médiéval qui eut une base pratique et marqua le début des politiques modernes de santé publique. À cette époque, en Europe, aucun médecin ne réussit à combattre efficacement la maladie, mais beaucoup s'employèrent à l'étudier et à élaborer des théories sur sa cause et son origine. Lorsque l'épidémie de la peste noire commença, Guy de Chauliac était déjà l'un des médecins les plus reconnus de l'Europe médiévale. Originaire de France, il avait étudié la médecine à Montpellier puis à Bologne, jusqu'à devenir un chirurgien de grand prestige. Et durant les années les plus difficiles de la peste noire, Guy de Chauliac exerça comme médecin personnel du pape Clément VI à Avignon, l'un des lieux les plus frappés par l'épidémie. À la différence de beaucoup de ses collègues médiévaux, Chauliac laissa un récit clinique très détaillé sur la peste. Dans son œuvre Chirurgia Magna, il décrivit les symptômes, différenciant la forme bubonique de la forme pneumonique de la maladie. Il documenta également la rapidité de la contagion et le très haut taux de mortalité. Malgré les connaissances limitées de son temps, il appliqua l'observation et la discipline scientifique pour laisser un témoignage précieux sur la maladie. Et bien qu'il n'ait pas trouvé de remède, son attitude et son courage furent remarquables. Il n'abandonna jamais le pape ni la communauté médicale d'Avignon, malgré le risque qu'il courait dans cette ville. Finalement, il survécut à l'épidémie et ses écrits devinrent une référence pour les générations de médecins postérieurs. Mais, malgré le chaos et l'horrible désastre, l'épidémie de la peste noire eut aussi une fin. Plusieurs facteurs se combinèrent pour peu à peu éteindre sa force dévastatrice. Tout d'abord, après 6 ans, la pandémie avait tué près de la moitié de la population européenne, si bien que la bactérie perdit une grande partie de ses hôtes, réduisant ainsi sa capacité de propagation. En même temps, dans de nombreuses villes, des mesures de quarantaine commencèrent à être appliquées. Les voyageurs et les marins devaient attendre pour pouvoir entrer, et ne le faisaient qu'après 40 jours, et après avoir changé de vêtements pour ceux que la ville leur fournissait. Cela faisait que, si quelqu'un voyageait malade, il mourait avant d'entrer, rompant ainsi la chaîne des contagions. Pour leur part, les survivants de la maladie développaient une certaine immunité et, avec les années, la bactérie put avoir perdu une partie de sa virulence. En même temps, l'écosystème changea et le rat noir, très lié aux humains et principal porteur de puces infectées, commença à être remplacé par le rat gris. De leur côté, les populations de puces furent réduites. Tous ces facteurs provoquèrent que l'épidémie s'éteignit lentement, bien que la peste continua à revenir par foyers périodiques jusqu'au XVIIIe siècle. Et les conséquences de la maladie changeraient le monde pour toujours. En effet, la peste noire eut un impact sans précédent dans l'histoire européenne. Pendant les années que dura la Grande Vague, on estime que moururent entre 25 et 50 millions de personnes,
ce qui représentait environ entre 30% et 50% de la population du continent. Cependant, dans certaines régions d'Italie, de France, d'Espagne ou de Norvège, la mortalité dépassa les 60%, laissant villes et villages à moitié vides. Des familles entières disparurent. Plusieurs lignages de familles nobles virent la ligne de succession altérée par la mort des héritiers et des communautés entières furent réduites à presque rien. La dévastation fut énorme. Par exemple, Florence perdit plus de la moitié de ses habitants, tout comme Paris. Une autre grande ville médiévale comme Londres fut réduite à presque un tiers. Beaucoup de villages disparurent complètement et les quelques survivants se déplacèrent ailleurs à la recherche de meilleures conditions. On estime qu'en Angleterre seulement, environ 1000 villages furent abandonnés. À la campagne, le manque de paysans pour travailler la terre obligea à laisser des milliers d'hectares en friche, ce qui modifia radicalement le paysage. Mais surtout, il y eut une grande pénurie de main-d'œuvre qui provoqua une hausse des salaires, car les paysans et ouvriers survivants pouvaient exiger de meilleures conditions de travail. Dans de nombreux endroits, les paysans profitèrent de la situation pour rompre avec la servitude féodale. Si un seigneur ne leur offrait pas de meilleures conditions, ils pouvaient se déplacer vers un autre qui le faisait. Les seigneurs féodaux, habitués à disposer d'une abondante main-d'œuvre bon marché, se retrouvèrent avec des champs sans culture et des fermes vides. Cela affaiblit la structure rigide du féodalisme et ouvrit la porte à des relations de travail plus flexibles. Cependant, rois et nobles tentèrent de freiner cette tendance avec des lois gelant les salaires et interdisant aux paysans de quitter leurs terres. Mais cela ne fit que générer des tensions sociales qui finirent par éclater en révolte, comme la jacquerie en France en 1358 ou la révolte des paysans en Angleterre en 1381. La peste transforme aussi le paysage économique. Moins de champs cultivés signifiait plus de terres destinées au pâturage, ce qui favorisa le développement de l'élevage. De plus, la pénurie de travailleurs stimula les innovations techniques pour pallier la dépendance à la force humaine. De cette manière, on peut affirmer que l'une des conséquences à long terme de la peste noire fut de favoriser une économie plus dynamique et flexible, accélérant ainsi la fin du féodalisme. Mais à court terme, le commerce international souffrit, car les routes commerciales furent paralysées par peur du contagion et de nombreuses foires médiévales importantes perdirent de leur protagonisme. De plus, la chute de la population réduisit la demande de biens, ce qui fit plonger les prix et provoqua d'importantes crises dans les corporations artisanales. Cependant, une fois la pandémie terminée, les travailleurs étaient plus précieux que jamais, car la main-d'œuvre devint rare. Cela leur donna un plus grand pouvoir de négociation face aux seigneurs féodaux, et beaucoup obtinrent de meilleurs salaires, une réduction des charges de travail et même la liberté vis-à-vis de la servitude. Néanmoins, la noblesse chercha à maintenir ses privilèges. Mais la peste noire n'affecta pas seulement l'économie européenne, elle laissa aussi une profonde empreinte dans la culture médiévale. La mort massive marqua la mentalité de l'époque, et dans l'art apparurent des motifs comme la danse macabre, qui représentait des squelettes emmenant des personnes de tous âges et classes sociales, rappelant que nul n'échappait à la mort. Cependant, s'il y eut une institution médiévale fortement frappée par la pandémie, ce fut sans aucun doute l'Église. Pendant des siècles, elle avait été la grande autorité morale et intellectuelle en Europe. Mais l'incapacité des clercs et religieux à arrêter la peste, ainsi que leur propre très forte mortalité, fit que beaucoup de personnes perdirent la foi. Les hommes et femmes médiévaux interprétèrent la peste comme un châtiment divin, ce qui mena à des processions de pénitence et à l'apparition de groupes qui parcouraient les villes en s'auto-flagellant pour demander pardon à Dieu. Ces mouvements entraient souvent en conflit avec l'autorité papale, affaiblissant encore davantage l'unité de l'Église. Des milliers de prêtres et de moines moururent en assistant les malades et beaucoup de monastères furent pratiquement vides, ce qui affaiblit l'Église, incapable de combler les vacants. Pour compenser ce problème, on ordonna à la hâte de nouveaux clercs, mais la majorité n'avait ni la vocation ni la préparation, ce qui détériora la qualité de la vie religieuse au Moyen Âge. De plus, le pape Clément VI, qui vivait à Avignon, dut faire face à la crise qui dévasta la région française. Et bien qu'il survécut, le fait que même la cour papale fût entourée de morts
affecta sévèrement l'image de l'institution. Cela provoqua un profond désenchantement religieux qui ouvrit la voie à une spiritualité plus individuelle et critique qui, avec le temps, alimenterait les mouvements réformistes. Et toi, après avoir vu tout cela, aimerais-tu vivre au Moyen-Âge? Laisse-nous ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.